Bonjour et bienvenue à De dehors, le podcast de randonnée pédestre et de plein air. Je suis votre hôte, David. Puis moi, je suis l'autre hôte, Marc-André. Bien dit, Marc-André. Le podcast où on sait où qu'on commence, mais... On sait pas où ça se termine. Donc, j'ai moins pégayé cette semaine, donc on voit qu'on prend du galon de dehors. C'est ça. On va commencer avec le retour des perdus. La chronique perdue, je pense que nos auditeurs, nos proches, ils l'apprécient. Donc, là, venez sur Dylan McWilliams. Tu te rappelles, Dave, Dylan McWilliams? C'est oui, Dylan. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? C'est un amant de la nature, ça. Ouais, un amant des animaux. Il s'est fait mordre par un requin, attaqué par un ours, puis mordu par un serpent aussi. C'est ce qui est arrivé. Donc, là, on se disait la semaine dernière, là, hey, c'est... 3 animaux très chaleureux. Ouais, qui aiment beaucoup donner de l'affection via leur canine. Ouais. Donc, on se disait, hey, ça doit pas arriver souvent. Je suis tombé sur un article du National Geographic qui parlait un peu de son cas. Puis, on disait que les chances que ça se produise à une seule personne, c'était de 893 quadrillions. Là, ici, c'est un article en anglais, là. Donc, des quadrillions anglophones, on parle de milliards en français. Donc, 10 à la 15. Donc, 1 avec 15 zéros. OK. Donc, quand on disait qu'il était malchanceux, il était malchanceux. Mettons, il y a pas grand monde d'autre Que dans lui. l'humanité qui s'est fait mordre par le trio. Ben, en fait, C'est pas comme quand tu vas au McDo, j'ai ça, hein? regardé et tout. C'est pas le genre de trio que tu veux quand tu vas au McDo. Non, mon gars. C'est pas un trio frites. Dans le fond, j'ai regardé, depuis le début de l'humanité, il y a eu des estimations, on s'entend, là, depuis 200 000 ans, il y aurait eu 80 milliards d'êtres humains. OK. Tu sais, en fait, tout le monde qui est né depuis que l'homme est homme, ça fait tir de philo. Depuis que l'homme est homme, il y aurait eu 80 milliards d'hommes. Depuis que l'être humain est être humain. Donc, 1 milliard, je vous rappelle, c'est 10 à la 9, donc 9 zéros, là, on parle de 10 à la 15. Donc, beaucoup, beaucoup plus. Donc, il doit être le seul à qui c'est arrivé. D'où ça vient, ce chiffre-là, en fait, c'est assez simple. C'est des statistiques. On parle ici des chances de se faire mordre par un requin de une chance sur 11,5 millions. Une chance sur 2,1 millions de se faire attaquer, d'être blessé par un ours. Excusez-moi, parce qu'on peut se faire attaquer sans être blessé. Dans ce cas-là, on n'est pas dans stats ici. Ouais. On parle juste de blessures. Si tu suis bien les conseils, là, que tu fais du bruit, ou tu fais le mort, tout dépendant. Exactement. C'est un Donc grizzly, l'ours, hein? il peut t'attaquer sans te blesser. Ici, j'imagine qu'on parle pas de blessures psychologiques. Oh, Donc, ouais, j'imagine qu'après une attaque de maman ours, c'est un petit peu mal à ton psychologique. On parle aussi des chances de se faire mordre par un serpent aux États-Unis. C'est vraiment pas beaucoup, à mon avis. En fait, les chances sont élevées. C'est une chance sur 37 500. Puis juste pour faire une comparaison, les chances de se faire prendre par un éclair, c'est une chance sur 5000 un éclair. Donc un éclair, c'est... Quand même, il y a beaucoup de foudre. On devrait hein? avoir plus peur de la foudre que des serpents. Puis autre chose qui fait vraiment peur, les chances de se faire tuer dans un accident de voiture, David. D'habitude, je te parle un peu de mes chroniques avant l'épisode, là. Là, t'en as aucune idée. Je vais te demander, c'est quoi, selon toi, les chances de se faire tuer dans un accident de voiture? Une chance sur 500? Ouais. Détrompe-toi, David, c'est une chance sur 112. Oh. Donc, ici, on parle d'accident de voiture en général, du genre... Ben, tu sais, moi, mais genre, comme, est-ce que t'es blessé, genre, ou c'est juste un accident de voiture? Being killed in a car being killed. accident. Fait que de se faire tuer dans un accident de voiture. Mais mettons, t'es en vélo pis tu te fais flanquer par un char, est-ce que ça compte? Pour moi, c'est un accident de voiture. OK. Mais, donc, c'est ça les chances. Puis pour arriver au chiffre de 893 quadrillions, ben, on fait simplement les multiplier, là. Requin fois ours fois serpent, ça donne... Le trio de l'enfer. Le trio infernal. Donc, c'est ça. Faites Penses-tu attention. qu'il est capable de changer sa poutine en combo, dans ce trio-là, lui? Écoute, changer la poutine en combo, ça serait quoi? Ça serait se faire, je sais pas, empaler par un wapiti? Pendant qu'il se fait mordre par un sapin, il y a un scorpion qui arrive par en arrière. Écoute, à ce moment-là, probablement qu'il... Ah là, on faut faire fois le scorpion. Ouais, c'est ça, fois le scorpion, ça serait un chiffre inimaginable. Un serpent à 2 têtes. Ouais, donc ça, c'est le retour du perdu de la semaine passée. Les autres perdus d'avant, Pavel, on n'en parle plus, puis Constantinos, on l'a jamais retrouvé. Malheureusement, ils sont off the map. Off the record. Fait qu'on va les laisser aller, mais on va les suivre. Le perdu de cette semaine, j'ai de la difficulté avec son nom, c'est Prabhu Bhattara. C'est un Indien. OK. Donc lui, ce qu'il faisait, il était avec des amis. Il revenait d'un mariage, qu'on dit dans l'article. Il était à bord d'un SUV. Penses-tu qu'il était chaud? Peut-être, il revient d'un mariage, mais je suis vraiment aucunement au courant des mœurs là-bas. Là. Ouais. Je sais pas s'ils boivent dans les mariages. Bref, peu importe le cas, c'est pas ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est que l'homme,
avec sa gang, il revient d'un mariage. Probablement que dans tous les peuples partout dans le monde, le mariage, c'est un événement heureux. Les gens sont de bonne humeur. Ben, j'espère, sinon... Puis là, lui, aperçoit un ours. Dans la voiture, il voit un ours. Un ours noir, un ours brun? Un ours noir. OK. En Inde. Donc, il voit un ours, puis lui, il a une bonne idée. Il tient notre premier ministre. Mais l'ours est blessé aussi, hein. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. L'histoire, j'y arrivais, là. Mais lui, il a vu Justin Trudeau, homme populaire, suite à sa visite en Inde. Donc, il va là-bas, il dit, je vais prendre un selfie avec l'oursidé. L'oursidé, il dit, je vais immortaliser le moment. Moi, j'ai jamais vu ça, peu importe. Je sais pas ce qu'il se dit. En fait, on n'a pas pu lui demander. Attends, c'est quoi le lien avec Justin Trudeau, là? Ben, il est allé en Inde prendre des selfies. C'était controversé. OK. Donc, actualité politique, disons, d'après un mois et demi. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'ours était blessé. Donc, un ours blessé... Il s'est dit, il court pas vite. Ouais, non, l'ours blessé s'est dit, on s'approche pas, je suis une mauvaise humeur aujourd'hui. Donc, l'ours, en fait, il a tout simplement attaqué, puis il l'a laissé là pour mort. Donc, il l'a tué, si on veut, à grand coup de griffe puis de mâchoire. Ce qu'il faut noter, c'est que ses amis, il était 8 en fait dans le SUV, les 7 autres filmaient. Le filmait, ouais. On a dû l'aider. Il y a personne qui est venu l'aider. Ben, en fait, je me demande aussi ce qu'il aurait pu faire contre un ours enragé, mais ça, c'est un autre débat. Mais il est à noter que dans la vidéo, on peut voir, en fait, un chien qui essaie de japper après l'ours, mais que ça l'a donc, dédicace au chien, vraiment, que je pense qu'il est courageux, plus que les 7 autres personnes qui regardaient. Qui filmaient, ouais. En fait, donc, on voit clairement que le chien est le meilleur ami de l'homme. Il y a aussi, il y a un fait à noter, il y a une personne qui a tenté d'éloigner l'ours en lui lançant une roche. Une brique. Ben, une brique, bref. Une roche, je sais pas trop. La qualité de la vidéo, elle laisse à désirer, mais finalement, c'est l'ours qui a gagné. Ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que justement, les amis de l'homme l'ont pas aidé. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire. L'ours, par exemple, a été retrouvé puis a été abattu parce qu'un ours qui a tué des hommes, évidemment, là, on s'en débarrasse. Donc, l'ours est mort, l'homme est mort, tout ça pour une histoire de selfie. Donc, ça, c'est notre perdu. Prabu Batara, on sait pas, en fait, il reste une incertitude à cette histoire-là, okay. C'est est-ce qu'il a réussi à prendre sa selfie? Ouais. Donc ça, on le sait pas. On a essayé de le trouver, on n'a pas trouvé le selfie encore. Mais en ligne, si vous regardez donc, sur les amis YouTube, de Batara, si vous avez nos contacts, s'il vous plaît, envoyez-nous le selfie. Ouais, on parle indien. On va faire une petite dédicace à Batara, puis c'est ça. On parle indien? Ah ouais, moi je peux pas indien. Non, mais on va trouver quelqu'un. Ah, ok, oui, on va trouver un interprète, oui, en effet. Donc, si jamais vous voulez voir la vidéo par curiosité, là, c'est sur YouTube, vous cherchez homme se fait tuer par un ours en Inde, puis c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'aller voir ça, je dirais. Vous pouvez vous l'imaginer. Mais... Donc, c'est quoi la leçon? La leçon de cette histoire. Ben, respectez les ours. Puis en fait... non, prenez pas de selfie avec des animaux dangereux. Ouais, en fait, je pense que... Ne tournez pas le dos à un animal. Ouais, un animal, un carnivore, prédateur, blessé, je pense que tu tiens loin de ça. Puis si tu tiens vraiment à prendre une selfie avec un ours, je te suggère une option. Saint-Félicien, le zoo. Tu vas au zoo, il y en a un qui c'est sa job d'être là, mais en fait c'est sa job. Lui, probablement qu'on lui a pas demandé, mais au moins il y a une interface entre toi et lui qui est étanche. Ouais, donc en effet. allez là, puis votre Winnie the Pooh, il va pas t'attaquer. Donc c'était le perdu. Ou Yogi l'ours, c'était le perdu de l'émission numéro 5. Donc faites attention aux ours. Merci Flamand pour cette chronique du perdu. On les aime beaucoup, ces chroniques-là. Oui, ça nous fait toujours un peu rire, quoi que c'est jamais vraiment drôle. Non, c'est jamais drôle, mais je pense qu'il faut en rire un peu. Faut en rire, mais faut en tirer quelque chose. Comme on dit, approchez pas des autres. Parfait, notre message est passé. Donc. Exactement. Donc, on va y aller avec la chronique préparation. Cette semaine, on va parler de la mode season, la saison des boîtes, si on veut. On est dedans en ce moment, puis on pourra pas être plus dedans qu'en ce moment-ci. Donc, la saison des boîtes, ça commence à partir de quand il fait chaud, donc je dirais mi-février, tout dépendant des années, bien sûr, et ça s'étire jusqu'à la mi-juin. Donc ça, cette saison-là... On avait parlé dans un autre épisode. En effet. On avait rapproché ça commence en même temps que la cabane à sucre pas loin de chez vous. En effet. Donc c'est à ce moment-là que tu dis, je suis dans la boîte. En effet. Et dans le fond, dans certains États, pour nous les plus proches, à New York, ou au Vermont, ou tout ça, au Vermont, c'est complètement interdit. Tu peux pas aller faire des randonnées. Toutes les sentiers sont fermés. Et le gouvernement veut protéger les sentiers et les trails, donc il ferme tout. Mais à New York, c'est juste déconseillé. Donc, tu peux toujours y aller, mais faut que tu te prépares parce que ça va être pas mal boiteux. Donc, quand on parle de faire la mud season, les trails qui sont les plus durs, c'est ceux qui sont en haut de 3000 pieds. Donc, là où ce que la tree line arrête d'habitude, la ligne des arbres, et là que ça devient des conifères. Le truc qui se passe avec la mud season, c'est que les gens
veulent éviter la boîte. Premier réflexe, quand t'arrives devant un rond, soit un puddle d'eau par terre ou un rond de boîte, ben tu veux pas piler dedans. Tu fais le tour. Tu fais le tour. Tu veux pas tester le Gore-Tex de tes bottes. Non, ça, Puis, le aussi, dry il faut faire attention, c'est c'est qu'à ce moment-ci de l'année, les gens sont allés au Mont-Royal, à Montréal. en effet, les gens qui commencent... Tout est sec. Exactement, Il les fait gens chaud, qui les vivent... terrasses ouvrent. Donc là, les gens ils pensent qu'en montagne, on retrouve ça, là. Exactement, ils pensent que ce qui se passe en ville, de l'asphalte partout, plus de neige, rien, ben c'est la même chose en montagne. Mhm. Mais faut pas oublier que les montagnes sont plus hautes en altitude, donc il fait plus froid. Et aussi, durant l'hiver, il y a eu beaucoup plus de neige, beaucoup plus de précipitations qui est arrivé. Donc, on a beaucoup plus d'éléments de la nature qui sont présents, qui sont accumulés. Même. Ouais. Puis, tu sais, les gens, tout l'hiver, ont fait des randonnées, ont tapé la neige. Donc, ça, quand ça fond, ça devient de la glace très dure. Mhm. Donc, les gens qui sont pas préparés, qui se disent, moi, je m'en vais faire une randonnée, puis j'y vais en basket puis en short, tu vas peut-être être correct au ground level quand tu vas être au niveau du lodge puis au niveau du départ du trailhead. Jusqu'à 2000 pieds, maintenant. Exactement, mais à un certain point, tu vas commencer à trouver de la glace, tu vas commencer à avoir encore plus de neige, puis de la boîte, j'imagine, je sais pas exactement où, là, mais moi, je pense qu'à partir de 0 jusqu'à 2-3 000, là, ça doit être que de la boîte. Puis même affaire, dans la trail, ça peut être littéralement un ruisseau qui est là. C'est qu'en fait, je pense qu'on va avoir l'ensemble. À la base, ça va être sec. Disons qu'il y a pas de pluie cette semaine. À la base, c'est sec. En montant, on va avoir, tu sais, comme tu disais, en haut, il y a de la neige. À fond, elle descend à la montagne, là. C'est Newton qui a décidé, là, back in the days. Newton a dit, ça descend. Tout ce qui monte, ça descend. n'existait pas, il l'a décidé. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a inventé ça. Avant ça, lui, ça a tout volé. Donc, la neige qui est plus haut, qui a été accumulée, tapée, à fond, elle descend par en bas, donc ça fait de la boîte. Des ruisseaux, c'était ça aussi évident, parce que souvent, c'est le chemin facile pour l'eau pour s'écouler, ou c'est tapé, ou ça a été un peu plus creusé par le sentier, donc on trouve de tout. Ouais. De la terre sèche à de la boîte, à de la neige, à de la glace, puis en haut, ben de la roche. En effet. Puis tout ça, en fait. Puis c'est ça, les gens, leur premier réflexe quand ils arrivent devant la boue, c'est qu'ils veulent éviter la boîte, ils veulent pas... Bon, tu sais, je veux dire, quand tu sais que t'as un hike de 7 heures à faire devant toi, tu veux pas que tes souliers soient mouillés. Tu sais, du Gore-Tex, c'est bien, mais il y a une limite à un certain point. Et dans le fond, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils évitent la trail. Donc, en faisant ça, ils sortent de la trail, marchent sur, dans le fond, la flore qui est fragile. Surtout au printemps, on sent... Demandez à votre père si il aime ça quand vous allez faire du basic sur son gazon au printemps. Pense pas qu'il va être content, tu sais, ça laisse des petites marques. Donc c'est ça fait un phénomène de grandissement d'agrandissement de sentier. Parce que là, les gens vont tout le temps plus sur les côtés de la trail, et à un certain point, mais là, avec les années, ça s'agrandit, puis ça peut devenir des autoroutes presque, les trails, là, ça détruit toute la flore. Un gazon régulier, là, mettons, dans la vie de tous les jours, là. Tu peux marcher chez vous, là. Ouais, mettons, en chez vous, là. Tu peux piler 500 fois là-dessus. Avant qu'il aille, qu'il soit magané. Qu'il soit dégradé. En démagané, en bon français. Qui commence à dégrader. Alors que certaines plantes alpines, qu'on retrouve plus haut, en haut de 3000 pieds, ben, tu piles 5 fois dessus puis ça suffit, hein. C'est mort. Je sais pas si tu te souviens, quand on est allé faire Mansfield, en haut, il y a des ficelles, puis je sais que c'est pas la seule montagne qui est comme ça. Il y a des ficelles partout, puis tu peux pas sortir des ficelles. C'est vraiment, faut que tu fasses attention, parce qu'en dehors de ça, c'est la flore qui est protégée, puis c'est un genre de lichen, une mousse. Exactement, c'est très fragile. C'est extrêmement fragile parce que, justement, c'est tellement aride là-bas, le climat, le vent, tout ça, que, ben, la plante est fragile à se faire frotter dessus. Exactement. Donc, tout ce que tu nous suggères, j'imagine, là, c'est que moi, j'arrive, marche. OK, m'a donné mes conseils. Les conseils pour survivre la mode season. Conseils pour survivre la mode season. Si vous voyez de la boîte, marchez dedans. C'est poche, mais c'est ça. Pour sauver la flore et le sentier et tout ça, faut marcher dans le milieu du sentier où est-ce que c'est supposé, où est-ce qu'on est supposé marcher. Puis disons que je me sens athlétique, est-ce que tu peux passer par-dessus? Oh! Est-ce que je peux passer par... Oui, moi, j'imagine un petit saut de longueur. En dessous, non, je pense pas que tu peux passer en détour. Okay. Mais si tu veux passer en dessus, oui, tu peux. Mais faut faire attention là, parce que là, tu vas peut-être essayer de faire de quoi. Puis là, c'est de la boîte, là, au bord. Donc, c'est glissant, tout ça. Tu peux peut-être te blesser. Donc, j'imagine c'est une belle saison de mettre à l'épreuve ces bottes imperméables. Ouais. T'es hunter. Mais hunter. Si vous avez des hunters ou des bottes l'aigle, sortez ça. Parfait. Deuxième conseil, si la trail est boiteuse, puis que vous avez besoin de marcher sur de la végétation sur le côté, ben, tournez de bord. La trail est pas faite pour vous.
Donc, c'est là où il faut subordonner nos intérêts personnels à ceux de la montagne. Exactement. On va aller donner à la montagne tout le respect qu'on lui doit en se disant, on va retourner de bord, puis on va revenir quand les conditions seront plus favorables. Il y a aussi des sentiers qui sont plus faciles à faire, qui sont moins hauts, qui sont recommandés. Je sais qu'il y a des listes qui existent sur les internets que durant le mode season, ne faites pas ces sentiers-là dans les Adirondacks parce que il y a juste trop de boîtes, c'est trop difficile. Puis tu sais, ça doit être difficile aussi mentalement, constamment pilé dans de la boîte. Ça tire tout le temps un peu d'effort, il y a tout le temps un genre de succion qui se fait. Donc le conseil que je peux dire, c'est essayer de trouver des trails qui sont plus basses en altitude. Comme moi, en fin de semaine, je suis allé marcher un peu dans les trails de Oka, le parc national de la CEPAC. L'élévation est de 100 mètres. C'était sec partout, mais il y avait quand même des spots avec de la boîte. Mais les trails sont très grandes là-bas, puis tu pouvais trouver, tu sais, c'était pas mal sec partout où ce qu'on allait, là. Donc, comme tu dis, on peut choisir en fonction des recommandations qu'on peut trouver en ligne, là, des sentiers qui sont moins propices à avoir une végétation qui est fragile. Donc, ce serait peut-être ce qu'on vous conseille de faire. Éviter les forêts, les trails qui sont dans des forêts de conifères. Principalement, c'est ça, mettons que je regarde sur Google, je vois bien des conifères. Ouais, c'est un bon indice que ça va être boiteux. Exactement. Okay. Bon, ben, hey, c'était très, très éducateur, David. Donc, on se rappelle, quand on vous a parlé de Mansfield, on se disait, c'est important de se préparer. Mais là, je pense que c'est de mon devoir de présenter la chronique d'actualité aujourd'hui. D'actualité, donc on s'en va live sur la trail de Cascade et Porter. On rejoint Marc-André Flamand. Marc-André, à toi. Allô, je suis en direct. C'est mauvais. Non, en fait, dans l'épisode 2, on vous parlait de Porter, Cascade puis Blueberry, 3 montagnes là qu'on avait qualifiées comme étant probablement les plus faciles des 46 des Adirondacks. Ce qui arrive, c'est que le prochain mois, le conseil Adirondack Park Agency, APA, pour les intimes, ils vont faire un vote. Ils vont voter quoi? Ils vont voter pour déplacer le début du sentier de Cascade. Donc, comment on fait pour déplacer un début de sentier? C'est facile. On enlève le parking. Donc, le problème, c'était quoi? C'était que sur le long de la route 73, on vous disait, Cascade, c'est facile. Tu te promènes sur la 73, à un moment donné, t'écris parking Cascade, tu vas là. En fait, c'est l'accotement qui a été élargi. Exact, ouais. Donc, à 2 ou 3 endroits. Là, on peut aligner des voitures le long. Donc, je dirais on disait que c'était un stationnement limité. Ouais, limité. On nous disait d'arriver aussi tôt le matin pour avoir une place puis ne pas avoir à se stationner de façon dangereuse. Et c'est là le problème, c'est qu'actuellement, les montagnes sont de plus en plus populaires des dernières années, puis je pense qu'on y contribue, Dave, pour quelque chose en parlant tout le temps dans nos podcasts. C'est correct. On spread the love. Les fins de semaine, il y a plus de 100 voitures qui sont stationnées sur le bord de la route, puis les stationnements peuvent probablement détenir la moitié ou le tiers. Donc, les autres, ils font quoi? Ils se mettent, disons, parallèles à la route, 2 roues sur la ligne blanche, 2 roues un peu dans la garnotte sur le côté. Ce que ça fait, c'est que c'est dangereux. Puis ces voitures-là sont sur une voie qui doit être à 80 km/h à peu près. Environ. Fait que là, t'as des véhicules des deux côtés. C'est genre 2 voies à sens une dans chaque sens. Ça, une dans chaque sens. Des voitures de chaque côté, ça roule 80, les gens ouvrent leur porte, traversent la rue parce que il faut se rendre à trail. Puis des fois le stationnement est de l'autre côté. Beaucoup de va-et-vient, puis la route là-bas est sinueuse, elle suit la rivière en fait. Donc c'est dangereux. Rivière au sable. Rivière au sable, effectivement. Donc c'est très dangereux, puis les gens du board de l'agence du parc des Adirondacks ont proposé de bouger le début du sentier au trailhead du mont Van Ovenberg. C'est où ça? C'est le complexe olympique des sports. Donc là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir beaucoup de randonneurs. Là, en soi, c'est une bonne idée. Un gros parking. Exactement. Ils font ça pourquoi? Ben, premièrement, c'est vu que c'est une montagne la plus facile, la plus accessible des 46, elle est populaire. Qui dit montagne populaire, dit beaucoup de trafic. Qui dit beaucoup de trafic, dit beaucoup d'impact sur le milieu naturel. Donc, l'environnement est magané, les gens, en fait, ont fait de l'érosion sur le sentier, les branches sont cassées. Ben, c'est ça aussi, tu sais, les gens qui vont faire ça, c'est des fois sur leur première. Exactement. Donc, ils connaissent peut-être pas nécessairement le Leave No Trace. C'est quoi, comment Leave ça? No Marks Behind. Ouais, d'accord, c'est ça. Ne pas laisser de traces quand on vient sur une trail. Exactement. Puis ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment une question de sécurité publique. Comme on dit, il y a des gens qui traversent d'un côté comme de l'autre. J'ai pas eu vent d'accident. Dans aucun article on fait mention d'accident. Les gens sont quand même consciencieux sur la route, mais il reste qu'il y a souvent des situations qui peuvent être dangereuses. Mais tu sais, t'arrives là, puis là, il y a des chars partout. Tu dis, hey, y a-tu un festival? Où la tente? Toute la kit? Ou ben non, si tu la grande roue, où la grande roue? Tu reviens tard le soir aussi de ta randonnée, t'as décidé de faire du camping, quoi que ce soit.
ou de te promener en fait plus longtemps dans le bois, ça peut être dangereux de retourner à ta voiture le soir, là, tu seras peut-être pas visible pour ceux qui passent. Donc le but, c'est vraiment de déplacer le début du sentier. Donc, à première vue, en fait, c'est noble. C'est noble. Puis je regardais... Plein de bonnes intentions. Ouais, exactement. Puis sur Facebook, en fait, il se disait que comme je disais, dans les journées où il y a beaucoup de monde, c'est plus de 100 voitures sur le côté de la route. Ouais. C'est beaucoup de monde sur la trail, étant donné qu'elle est accessible. Donc, sur Facebook, là, dans tous les groupes qui parlent des Adirondacks, cet article-là a été posé. Puis tout le monde s'entend. Tout le monde est pas mal d'accord, sauf qu'il y a quand même deux écoles de pensée qui s'affrontent. Puis là, David, j'ai besoin de toi. Tu vas me dire, dans quelle école de pensée tu te situes? D'accord. École de pensée numéro 1. En déplaçant le sentier, je pense que j'ai oublié de le mentionner, on ajoute 2 miles au sentier. En kilomètres, pour nous, là, noble québécois, c'est 3,2 Un kilomètres. noble québécois métrique. Exactement, mais en fait, à part les États-Unis, 3,6 km. 3,2. 3,2. 1,2 fois 2. Je vais vous donner mon truc pour m'en rappeler. J'aimais bien Fast and Furious. Puis Okay. là, Toretto, joué par Vin Diesel, Mm-hmm. lui, il dit toujours, je ne vis que pour 400 mètres. 400 mètres, c'est le quart de mille. Ah. Donc, 1600 mètres, 1 000, 3,2, 2000. C'est de ça qu'on rallonge le sentier. Moi, c'est ce qui se passe dans ma tête quand on parle de miles. Il y a une photo de Toretto. Il passe vite. Comme je disais, il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent. La première qui dit, en mettant le sentier 2 miles plus long, il va y avoir moins de monde. Donc, on a aussi un gain en rendant la montagne moins accessible, il va y avoir moins d'impact sur le milieu. Ouais. Donc, en faisant ça, la montagne s'en tire mieux, puis dans un souci de développement durable, c'est un bon move à faire. Donc c'est genre, moi je veux pas aller trop loin, fait que je vais me tirer dans le pied. Comme ça, je pourrais pas capable de marcher. Je suis pas sûr de comprendre le lien avec la montagne, mais c'est ça, c'est la première école de pensée qu'ils ont. Ils se disent en rendant la montagne moins accessible, moins de gens, moins de dommages, et ainsi de suite. Mais là, il y a une deuxième école de pensée qui disait, toi, ça a été laquelle ta première montagne des 46, c'est pas celle-là? Parce que ça a été la plus accessible pour tout le monde. Donc les gens, en fait, en allant là, c'est comme je dirais... Un tremplin. Un tremplin, mais c'est comme, on la sacrifie, ce montagne-là. On dit, gars, viens voir comment c'est beau, les Adirondacks, parce que c'est vrai, c'est facile, c'est pas long, puis t'as une super vue en haut. Vrai. T'arrives là, puis c'est facile de t'accrocher après ça, puis d'avoir envie de faire les autres. Puis en ayant envie de faire les autres, Parce mais qu'on là, s'entend que, mettons, comme première montagne, tu choisis Street Pinay. Je sais Pas sûr pas que si tu tu vas reviens. retourner. pas sûr que ça revient. Mais là-bas, c'est ça. Tu vois ça, tu viens accroché, puis après ça, t'as une éducation. Après ça, en fait, tu vas faire des recherches sur le milieu. Après ça, tu deviens quelqu'un qui va défendre des valeurs qui En veulent effet. que tu défendes. Donc, Après ça, tu vas faire des sommets boisés. exactement. Donc, eux, ils disent, non, on laisse ça comme c'est, parce que c'était ça que c'était. Je Puis, pensais que c'était ça que c'était. exactement. Puis, on va emmener plus de gens possible, les gens vont avoir une belle expérience, sont initiés, puis après ça, on leur inculquera nos valeurs. Donc, en fait, toi, Dave, t'es-tu du côté où faut rendre la montagne moins accessible, il va y avoir moins de gens, moins d'impact sur le milieu, dans un souci de développement durable, ou ben non, t'es dans l'équipe de ceux qui disent non, faut que les gens y aillent en montagne, qui aiment ça, puis qui perdurent la tradition. Moi, tu le sais, j'aime pas ça les conflits, puis je suis un gars de solution, hein. Vas-y. Donc moi, personnellement, j'offrirais les deux. Donc si on désengorge un peu de gens dans les parkings, parce que overall, c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a trop de gens dans le parking, Ouais. ça l'overflow, tout ça. Donc si on donne la chance à certaines personnes d'aller le faire à partir du mont Van Hovenberg, ben et ça, on va splitter du monde. Il y a certaines personnes qui vont aller de ce côté-là, d'autres qui vont aller de l'autre bord. Puis je pense qu'à la fin, ça va juste être bénéfique pour tous. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. La seule chose, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la poursuite des 46. Puis à ma connaissance, il y a pas beaucoup de montagnes qui partent de là. On en a vu au Lodge, au Garden. En effet. Mais à ta connaissance, y a-tu bien des montagnes qui partent du trail pitch-off de Cascade? C'est la seule, tu sais. C'est vrai. Tu Donc, marques un point. ça revient à la même chose tant qu'à moi. Donc à ce moment-là, peut-être que c'est vrai que d'offrir les deux, ce serait une mesure mitoyenne. Faudrait peut-être la proposer. On va les appeler. On va pas les appeler. En fait, ce qu'on va faire. Non, c'est vrai parce qu'on n'a pas le droit d'appeler aux États-Unis. Non, ça coûte cher. Ce qu'on va faire, en fait, c'est dans un mois, il y a une rencontre de l'agence des parcs des Adirondacks, APA. Puis ils vont émettre un communiqué. Puis nous, ce qu'on va faire, on va créer du contenu à partir de ça. Puis on va vous en parler pour savoir ce qui arrive du début du sentier de Cascade. On est comme un microphone. Ouais, exactement. On enregistre et on rebroadcast. Ouais, c'est ça, on est un haut-parleur en même temps que d'être un microphone. On dirait une vieille radio, une Ghetto Blaster. Donc, c'est ça pour la chronique actualité. Donc, voyez-vous, il y a 3 épisodes, on vous parle que tout est beau, tu te parques sur le bord, puis ça se peut que dans un mois, ce soit plus d'actualité. Donc, faites attention Donc, à le conseil qu'on disait de bien se préparer, encore une fois, toujours de mise. Exactement. Là, gros retour cette semaine.
on a eu la chronique louche dans un premier temps où on vous parlait du barefoot hiking. Ouais. Les gens qui font de la randonnée nu-pied. En effet. David, aujourd'hui, va nous apporter un autre point louche. Donc, ouais. En fait, en randonnée, en plein air. C'est plus ou moins louche, mais on peut y aller quand même. On va appeler ça la chronique louche. Donc, on parle du rock stacking. Donc, en bon français, l'empilage de roches, ou de garnottes, comme tu veux, qui est plus communément en anglais, on appelle ça des cairns. Je sais pas c'est quoi le mot français, Flamand, si tu veux trouver le mot français. Ouais, je fais ça en parallèle. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils font des randonnées, décident de faire des petites sculptures en empilant des roches ou en faisant des petites arches, tout ça. On en voit souvent dans les trails. Ça devient à un certain point que, pour moi, ça veut dire, OK, la trail est par là. Parce que je sais que des humains ont déjà passé par là, donc c'est la bonne voie. Mais il y a quelqu'un qui a posté un article qui disait que, dans le fond, c'était des graffitis naturels et que ça avait des gros impacts sur l'environnement. Donc, admettons que on va donner ses raisons à lui, pourquoi il a dit ça, mais avant, comment qu'on dit ça en français? Carne. Un carne. C-A-I-R-N, un carne. Carne. OK, donc ça, c'était... Tas de roche, je trouve que c'est approprié. Tas de roche, OK, tas de roche, on va aller avec tas de roche. Donc, son premier argument, c'est les roches sont couvertes d'algues et d'organismes qui vivent dans l'eau. Et si on sort ces roches-là, qu'on les met en dehors de l'eau, ben les organismes et les algues font juste mourir. Donc, on enlève une partie de la faune et de la flore qui est dans l'eau. Je sais pas si la flore marine? Ouais, la flore marine, d'accord. Organisme vivant. Organisme vivant, exactement. Et son deuxième argument, lui, c'est une nuisance visuelle. Donc, de la pollution. Vu que c'est pas de la vraie nature, on le sait que les humains ont été là, à un certain point, lui, c'est de la nuisance, c'est de la pollution. OK. Moi, je suis plus ou moins d'accord, parce que en fait, des fois c'est beau, des fois que oui, c'est vrai que c'est mieux de juste voir la nature, de pas avoir de quoi que les humains ont passé par là. T'sais. Pourquoi qu'on va hiker, c'est pour être en communion avec la nature, pour voir la nature. Exactement. Autre chose, par exemple, par rapport aux nuisances visuelles, ce qui arrive, c'est que souvent, en fait, disons qu'on arrive sur le top d'une montagne, qu'on a comme à parcourir sur le sommet de la montagne. Ouais. C'est souvent en fait, c'est un cap rocheux, si on veut. Il n'y a pas vraiment d'arbres. On parlait tantôt des petits organismes, en fait, de l'espèce de mousse qui est fragile. Ouais. Ce qui arrive, c'est que tout le long de la trail, tout le long du sentier, on a eu des marqueurs sur les arbres. Rendu en haut, le sommet, il est où? On le sait pas. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Il faut pas maganer... La POC! Pour pas maganer les sentiers, en fait, ce qui vit par terre, on le sait pas non plus. Donc, il y a souvent des tas de roches que les gens laissent pour que tout le monde passe au même endroit. Ouais, donc, à ce moment-là, c'est une nuisance visuelle. Moi, je trouve ça drôlement laid, mais ça a quand même une utilité. Mettons que je me rappelle, je pense que c'est sur Algonquin ou Wright, les tas sont très gros, là. Ouais, c'est des gros tas de roches, là. Je pense il y a de l'effort là-dedans. Ouais, ça fait longtemps que c'est là. Puis je pense pas que c'est des gens qui aient fait ça, là. Je pense que ça a été entretenu de cette manière-là, là. Je pense que c'est des gens qui ont fait ça. Oui, je sais, mais c'est des rangers, des employés, okay, c'est ça que je veux dire. Les gens qui ont fait ça étaient payés. Ils n'ont pas fait ça de leur plein gré. Non, parce que ça doit être assez difficile de monter des grosses roches-là. Puis là, on voit que la personne était très axée sur faire du rock stacking où est-ce qu'il y a des cours d'eau. Parce que son troisième argument, c'est, un peu, ça revient retoucher le premier argument qu'on parle d'organismes et d'algues, c'est que les roches, ça peut être utilisé pour cacher des œufs de saumon. Ça peut être la maison d'un écrevisse. Tu sais, si on veut un équivalent, on enlève une brique de ta maison, tu vas-tu être content? Non. Il y a personne qui va être content. Puis là, si t'en enlèves trop de briques, plus de maison. Tu joues avec la structure, l'intégrité de la structure structurelle de ta maison. Donc, tu sais ça, la personne avait posté une image, justement un rock stacking, et en arrière, c'était une pancarte qui affichait que à cet endroit-là, on avait une colonie de petits bébés de saumon. Okay. C'est là que les saumons se reproduisaient. Donc, tu sais, c'est là, nous, on prend nos mains, on joue là-dedans, on enlève des roches du fond, ça modifie l'eau, le flot de l'eau en même temps. Okay, tu sais, certaines roches ailleurs qui restaient là, puis ils se cachaient les œufs, ben là, ça se peut que le flot est rendu trop puissant parce que les autres roches d'avant ont été enlevées. Donc, ça dérange l'habitat naturel des animaux. Je sais qu'il y a dans certains parcs nationaux que c'est interdit. Aux États-Unis, dans les parcs nationaux, t'as pas le droit de faire de rock stacking. Donc, tu prends pas de roche à terre puis tu fais pas une petite sculpture pour tes prochains. Ah, moi, j'ai vu quelque chose, par exemple. Dans les montagnes, les Adirondacks, souvent l'hiver, les gens, au lieu de faire du rock stacking, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des anges dans la neige.
Ouais, ils font ça aussi. OK. Mais il y en a d'autres qui font quelque chose qui s'y apparente, tu sais, des bonhommes de neige. On voit Oui, souvent des des bonhommes bonhommes de de neige, c'est ça. Que Flamand se fait un plaisir de dégommer avec ses épaules. Ouais, c'est toujours une cible, mais pas vrai. Arrête, t'es flingué. C'est vrai. Je me rappelle d'un bonhomme de linge sur Whiteface qui a perdu la tête assez vite. Exactement. Donc, c'est peut-être une mesure, en fait, pour ceux qui peuvent pas s'empêcher de faire des graffitis naturels, si on veut. Faites des boules de neige. Ouais. Faites des boules de neige. Ça peut être une mesure, en fait. Une mesure, c'est ça. Là, pour ceux comme quand t'arrêtes de fumer, tu mets des patchs. T'arrêtes de faire du rock stacking, tu fais des bonhommes de neige. En effet. Puis, dans le fond, il y a un monsieur qui a dit, c'est un des managers d'un state park, qui a dit, si tout le monde faisait des rock stacking, des empilages de roches, ça deviendrait qu'il y en aurait tellement que ça serait désagréable, tu sais, c'est tout ce qu'on verrait. Donc, c'est ça. Pour la chronique louche, on parle de rock stacking. Ouais, puis ça rappelle un peu ce que tu nous disais tantôt, là, Leave No Trace Behind, là, avec le cascade. Exactement. S'il vous plaît, quand vous allez en nature, assurez-vous que le milieu, il reste... En fait, il est le même quand vous quittez que quand vous êtes arrivé. Donc, ramenez tout votre stock, ton petit ziploc de sandwich, tu le remets dans tes poches. Moi, ça arrive souvent que je trouve des papiers puis des emballages par terre, puis j'ai pas, je les mets dans mes poches. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je pense que c'est une bonne on arrive souvent avec, en fait, plus de choses dans nos poches que quand on est parti. Donc, faites attention avec ça. Je pense que avec cette chronique-là, ça fait le tour de notre épisode aujourd'hui, David. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec toi. Je vous rappelle nos réseaux sociaux. Instagram, de dehors. Facebook, c'est quoi, Dave? De dehors. The iTunes. Original OG. iTunes. iTunes de dehors. De dehors partout. De dehors tout le temps. Ouais, partout. Sur Twitter, sur YouTube, sur Snapchat. Snapchat? Ouais, on met nos stories dans pas long, là. Incoming le Snapchat. Donc, merci d'avoir été là, puis on se voit pour un prochain épisode de dehors. De dehors. Ah, de dehors.